Salut les amis, c'est le retour de Duel Time. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas enregistré cet épisode. Certains d'entre vous l'ont su. J'étais à Genève la semaine dernière pour la Watch Week, Watches and Wonders entre autres. Et à cette occasion, j'ai organisé un meet-up d'Alichus avec les plus fidèles des abonnés de la chaîne. L'occasion pour moi de retrouver Benoît. Souvenez-vous ce Duel Time fantastique avec ses vintage Zénith notamment. Une tuerie, et bien là, il revient avec quelque chose de fantastique, l'une des plus anciennes montres de plongée, une légende, la Doxa Sub 300, mais une version très spécifique dont il a le secret. Restez avec nous les amis, on va se régaler comme d'habitude. Salut Benoît. Salut Xavier. Ça va depuis la semaine dernière? Bah écoute, oui, le week-end fut bon. Tu es de retour sur Paris et c'est un plaisir de te voir enfin physiquement avec d'autres acolytes de la chaîne. Eh ouais, on s'est régalé les amis. Je vais renouveler ça pour les amis suisses et les frontaliers. Certains étaient venus de très loin, même de l'Aveyron en France, vous imaginez, d'autres d'Annemasse ou de Grenoble. C'est plus près, il y avait des gens de Lausanne, des gens de plus loin dans le canton de Vaud, des Valaisans je crois également, un petit peu de tout, on s'est régalé et là tu m'as dit tiens regarde, qu'est-ce que tu penses de ça? Et je me suis dit ah erreur Benoît, tu vas être obligé de la montrer sur la chaîne, regardez ça, en plus des photos fantastiques. Donc là on a une montre qui a l'air presque connue pour les amateurs de vintage, une Sub 300, mais il est où le T? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Alors justement, la spécificité de cette montre, c'est que c'est la Doxa 300 dite notée. Ouais. Je dis dite notée parce que c'est un petit peu comme la Submariner no date, hein, comme on dit. Donc Ouais. la Submariner no date n'existe pas. Il y a la sub et la sub date. Donc là, il y a la sub 300 et la sub 300T. La Sub 300, donc sans le T, a été produite qu'en 1967, donc qu'une seule année, et a été donc très vite remplacée par la 300T, qui est beaucoup plus connue, étant donné qu'elle a été fabriquée pendant de plus nombreuses années. Mais attends, mais le T est là pourquoi? Enfin, le T n'est pas là. Il est là pourquoi? Pour tritium? Le T, a priori, est là pour tritium, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce qu'en fait, une des particularités de ma montre, c'est que il y a une très fine bande de tritium sur les aiguilles, et ils ont trouvé, j'imagine que ça manquait un petit peu de luminosité, donc ils ont rajouté de l'épaisseur à la luminescence, à la matière luminescence. Donc a priori, le T est pour tritium, pour montrer qu'il y en a un petit peu plus que sur la version d'avant. Donc ça veut dire que toi, là, et on le voit sur les images, hein, on a l'impression que c'est soit au bord du lac, le lac Léman, ou alors à la montagne. Effectivement, on voit que deux petits traits sur la grosse aiguille orange des minutes, et un encore plus petit sur l'aiguille des heures, quoi. Exactement, tout à fait. Et puis Ouais. on peut le voir peut-être plus tard sur les rééditions, ils ont gardé cette luminescence un petit peu plus proéminente, on va dire, pour des questions de confort et de visibilité. Ouais. Alors, on sait que tu es un grand malade du vintage. Je me demande même si t'es pas encore plus fou que moi. L'objectif de la chaîne, les amis, vous le savez, hein, de toute façon, c'est d'avoir des montres improbables de toutes sortes. Et là, je vous dis, les amis, prenez 2 secondes, pas plus, pour vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et pourquoi? Parce que plus on est nombreux et plus on aura d'invités comme Benoît qui viendront présenter leurs montres les plus folles. Et Dieu sait que celle-ci, elle est folle, les amis. Je compte sur vous. Tu l'as depuis quand cette montre, Benoît? Je l'ai acheté il y a 2 ans à peu près. Ah, c'est récent. Ouais, très récent, ouais. Ouais, Ouais. qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais absolument avoir cette Doxa, qui est sortie en 67, et je voudrais pas dire de conneries, je voudrais pas me faire poursuivre par les Rolex fans, mais on est peu ou prou au moment du lancement de la Sea Dweller, de mémoire. C'est quand même un grand nom des montres de plongée. C'est ça ce que tu recherchais? Ou alors c'était plutôt une affaire de design, et là elle a quand même des choses que je trouve assez proches de la Zénith, notamment Défi Diver que tu avais présenté.
Alors, il y a un peu des deux. J'avoue que le pédigré de la marque, moi, avoir une marque, typiquement une Zénith plongeuse, bah, qui vient de ressortir d'ailleurs Watch and Ouais, Wonders 2024. Hein, je ne sais pas si tu as vu. Donc, ouais. celle que je vous ai présentée, non, enfin, je dis vous, aux auditeurs, elle a été, que j'ai revendue d'ailleurs il y a quelques mois, donc j'ai un petit pincement au cœur, j'avoue. C'était mon petit trésor, personne ne la connaissait, et maintenant, bam, Watch and Wonders, elle est revenue donc sur le devant de la scène en orange. Moi, j'avais la version soleillée vert militaire. Donc pareil, moi, je suis parti sur des montres Zenith connues en termes de marque, mais pas très connues pour des marques, pour une marque de plongeuse. Ouais, c'est vrai, Et ouais. là, Doxa a une grosse histoire, donc c'est une manufacture suisse. Ils ont fait beaucoup de montres 3 aiguilles et chronographes dans les années 30, 40, etc., 50. Et c'est vrai que c'est que à la fin des années 60 où ils ont passé le cap et ils sont partis sur les montres diver. Ils ont une grosse réputation auprès des US divers, auprès de la marine nationale, vendu beaucoup aux États-Unis à travers Aqualong et les magasins de Cousteau. Donc c'est quand même avec les Aquastar, les ZRC, les Rolex et les Tudor et consorts ont été vus sur les poignets des gros explorateurs et des plongeurs de renom. Donc il suffit de regarder quelques vidéos pour voir de temps en temps le nom de Doxa comme ça revenir sur le devant de la scène. Et moi j'aime bien ces marques un petit peu, on va dire, pas très sur le devant de la scène, mais qui ont un gros pédigré. Et comme toujours, je vais généralement vers les modèles qui, moi, me plaisent le plus au niveau du design. Là, on va le voir chez Doxa, le design, il change pas des masses, hein, c'est quand même assez reconnaissable. Mais je prends généralement les modèles qui sont les plus niches. Et là, en l'occurrence, pour mon petit poignet de poulet, la 300 notée, elle a des caractéristiques qui font que elle me va beaucoup mieux que les 300 T, qui sont beaucoup plus épaisses et qui sont beaucoup plus mastoc au poignet. On aura l'occasion d'en reparler. Ah, donc bouge pas, Benoît, que c'est pas qu'une affaire de tritium alors. Ça veut dire aussi que derrière et d'ailleurs, attends, est-ce que c'est pas lié au fait que a priori, au regard des photos que tu m'as envoyées, celle-ci n'a pas de valve à hélium alors que la Sub 300T en avait une ou pas? Alors, la Sub 300 T n'a Question, je me pas trompe peut-être, hein? forcément de valve Aerum. La 300 T, la première montre Doxa, c'était la Conquistador en 69, si je ne dis pas d'erreur, qui a eu la première valve à hélium, effectivement. Oui. Je ne suis pas certain que toutes les 300T ont une valve à hélium. Là, j'avoue que j'ai mal fait mes devoirs. Mais il se peut que ça rajoute de l'épaisseur. Mais très clairement, j'ai eu l'occasion, un collectionneur m'a montré physiquement une 300T. Je Ouais. l'ai mise au poignet et je peux te dire qu'il y a une sacrée différence avec la notée en termes d'épaisseur et ouais, du gabarit global de la. Ouais. Les dimensions sont quasiment les mêmes, mais en fait, le ressenti au poignet est complètement différent. Ouais. Tu l'as prise avec toi là? Tu l'as au poignet? Ouais, Fais voir, ouais. Ah, poignet. alors, tu peux, ouais, ouais, pas trop près, ouais, recule un peu. Ah ouais, super. Ah, J'ai ça, c'est le nouveau style, hein. C'est comme le El Commendator, le patron de la Fiat. Voilà. Benoît, il met sa montre. C'est pour la démo du jour ou tu les mets comme ça maintenant? Alors non, je les mets souvent comme ça. Je crois que j'en avais déjà parlé lors de la précédente vidéo. Là, j'ai le petit pull de marin, là, ça va bien, ça va avec le thème. Ouais. Et justement, bah, cette montre-là se porte d'autant plus au-dessus de fringues qu'elle a un bracelet dont on aura l'occasion de parler avec Ah, ouais, ouais, vas-y, fais voir. Ah ouais, super. Donc c'est quoi? T'as un système de ressort? Comment ça fonctionne? Alors en fait, ouais, c'est une des caractéristiques qui m'a fait aller vers cette montre. C'est une des montres qui, pour moi, a le bracelet, on va dire, qui est, d'un point de vue ingénierie, le plus abouti. Ouais. Euh, Par comparaison, on regarde la finesse de cette Ouais, partie-là, du clasp, je ne sais plus comment on dit, là, ouais. de la La boucle. boucle? Ouais. Juste pour comparaison, je te mets à côté ma Submariner céramique. Voilà, tu vois l'épaisseur de l'engin par rapport à la Doxa. Ouais. Alors, ce Donc, qui est intéressant, tu bouges pas là, reste comme tu es. Regardez, les amis. regarde, Au niveau de la boucle, l'écart, c'est un ratio de 1 à 3. Par exactement. contre, sur le bracelet, c'est globalement la même épaisseur. C'est intéressant, ça, hein. Ouais, tout à fait. Alors, c'est clair qu'on n'est pas sur les mêmes composants. Là, on est sur de la céramique. Voilà, c'est indestructible. Ça l'est beaucoup moins. Mais d'un point de vue au porté, bah, ça épouse le poignet. Vous avez vu la finesse à la fois du bracelet et du clasp. Ouais, Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'il y a deux choses qui sont exceptionnelles. Sur ma Rolex, si je veux, on va dire,
ajuster mon bracelet, il faut que je l'ouvre. Hum. Il faut que je tire ici justement le glide lock system qu'on dit en bon français. Donc il faut que je bouge, je tire le bracelet, que je le referme, et je le remette à mon poignet. Puis si je me suis planté de 2 millimètres, il faut que je répète l'opération. Ce qui est génial avec la Doxa, c'est qu'ici, il y a un tout petit bouton poussoir ici. Donc j'appuie et j'écarte le bracelet en même temps. Donc j'appuie, j'écarte. Et Ouais. on trouve ici à peu près les 2 centimètres d'extension, on va dire, sur la. Et t'as un système de crémaillère à l'intérieur? Effectivement, tu as un système de crémaillère. Je t'ai envoyé une des photos où je crois Ouais. on le voit bien. Donc c'est l'intérieur du bracelet. Bouge Donc pas, bouge pas, bouge pas. Je présente on a deux photos. Là, on voit bien le bouton qui permet de faire ça. exactement. Et après, donc en fait, il y a deux systèmes, si je comprends bien. Exactement. Ouais, t'as quelque chose qui permet d'ajuster. On va dire donc, on va plutôt qualifier ça d'un micro-réglage. Exactement. Et après, tu as clairement quelque chose qui va te permettre de de mettre la montre par-dessus ta combinaison en néoprène. Tout à fait. Ouais. Donc en fait, c'est comme un système de voilà. Donc vous la mettez au poignet, on la met au poignet Oh, et ça se sert comme des menottes, hein. Donc voilà, c'est clipsé, c'est au poignet. Si jamais on veut la passer au-dessus d'un pull, ben, je la desserre un petit peu. Ouais, mais tout à l'heure, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose d'un peu élastique. Et alors effectivement, ouais, sur les deux côtés en fait de la boucle, ici et ici, tu as une partie en fait comme de vérin. Ah, ouais, ouais, ouais. Alors Ah, ça, ouais, voilà. c'est intéressant. Je reprends la parole 15 secondes. Je vais pas donner le nom de la marque, hein, les amis, mais une grande marque qui fabrique pas que des montres de plongée, mais qui a aussi des modèles de plongée. Et pourquoi elle s'appuie sur des plongeurs très pro, très avérés, etc. Parce qu'il y a quand même des tests dans la mer ou dans l'océan à faire. Et ils ont merdé sur un de leurs bracelets parce qu'ils se sont dit on va mettre un truc un peu type NATO. Mais le problème de ces bracelets-là, comme ils sont pas du tout élastiques, bah tu plonges à 30 mètres, tu as ton poignet avec la pression et la combinaison qui a perdu 3-4 mm de diamètre, voire plus. Et en fait, ta montre qui était serrée, elle flotte et c'est un coup à la perdre. Tu vois? Et là, on est clairement dans le cas présent, dans quelque chose qui est fait justement pour anticiper la pression qui augmente sous l'eau. C'est exactement ça. Donc, il suffit de la serrer assez et avoir encore un peu de marge. Et finalement, la montre s'adapte tout seul automatiquement à la pression, voilà, le grossissement du poignet, etc. Moi, je le vois même voilà, quand je la mets voilà, sans faire d'effort, elle est un peu lâche. Dès que je commence à marcher ou à randonner, bah, évidemment, avec la pression sanguine, etc., le poignet gonfle un peu. Et puis finalement, elle se Ouais, trouve parfaitement à ma taille. ouais, Mais c'est clairement fait pour passer au-dessus de la combinaison de plongée ou sur un pull marin, voilà, s'il y a besoin, quoi. ouais, C'est vrai que ça, on peut le faire, comme on dit, directement au poignet, hein. Donc, j'ai pas besoin de l'enlever de mon poignet pour la régler. Je la mets sur la combinaison. Je resserre comme des menottes pour que ça soit en ordre. ouais, Et une pression du petit bitonio ici pour relâcher quelques millimètres si besoin, ce qui fait qu'elle est toujours ouais. parfaitement au poignet. Ouais, mais on est quand même d'accord que là, je pense que tout l'intérêt, ça a été fait pour pouvoir le faire sans ouvrir la montre, parce que c'est fait pour, on va dire, compenser l'augmentation de la pression quand tu descends. Mhm. Ce qui est différent de la vocation du réglage fin, je pense, sur ta Rolex Submariner, qui là est plus une question de l'été, éventuellement quand il fait chaud, j'ai le poignet qui gonfle et Mhm. mon réglage est différent. Tu vois, il y a deux logiques, il y a deux logiques différentes. Et d'ailleurs, ça me fait poser la question, est-ce que tu as cet élément-là? Est-ce que sur une Sea Dweller, qui pour le coup est une plongeuse vraiment fait Ouais. pour les plongeurs extrêmes, est-ce que sur le bracelet Rolex, il y a un système qui te permet de le régler justement sans ouvrir la montre? Tu sais ça ou pas?
Bonne question. C'est une bonne question. Je sais que, j'avoue que bon, j'ai une Submariner, j'ai pas eu beaucoup de Sidewaller. Il me semble que dans les vintage, tout comme sur ma Zénith, sur la Zénith, à l'intérieur du bracelet, j'avais un petit flip comme ça où on pouvait enlever un demi centimètre, voire un centimètre comme ça, qui se détachait, qui était une dive extension, comme on dit, donc pour passer au-dessus et ensuite utiliser les micro-réglages. Mais tout ça devait se faire manuellement. Je crois que sur certaines Sea Dweller vintage, il y a ce petit clapet qu'on peut ouvrir à l'intérieur du bracelet. Maintenant, pour les versions modernes, je ne vais pas te dire Ouais. d'année, Ok. je peux pas me prononcer. Ok. Ok. Cette montre, tu l'as achetée, tu l'as chinée, tu l'as cherchée longtemps, t'es tombé dessus. Comment ça s'est fait? Alors, je l'ai chiné comme beaucoup de mes montres. Par contre, je suis tombé dessus très très rapidement. Je veux dire, j'ai à un moment donné, en fait, j'ai quelques modèles comme ça qui me trottent toujours dans la tête. Ouais. Puis une fois tous les X mois, comme ça, je me focalise sur l'une d'entre elles. Et là, c'était la Doxa pour je ne sais plus quelle raison. Et à un moment donné, j'ai regardé sur le bon coin local en Suisse qui s'appelle Anibis. J'ai tapé comme ça Doxa 300. J'ai vu une seule annonce. Et ce qui m'a paru être très très bizarre, c'était que justement c'était la 300 notée, donc l'une des montres les plus rares de Doxa, et qui se trouvait être à quelques 10-20 km de mon lieu de travail, sur les bords du lac Neuchâtel. Donc je l'ai acheté à on va dire un brocanteur qui avait quelques montres, qui savait pas trop ce qu'il avait dans les mains, et puis je l'ai eu à un prix on va dire raisonnable. Ok. C'est Et ce quoi qui un peu? m'intéressait, c'était que voilà, le cadran était évidemment, on va dire, quasiment immaculé, que les aiguilles étaient les bonnes, que le caseback avait bien le logo Doxa, que la couronne était également signée, que le bracelet était complet, enfin, était presque complet. Le bracelet, justement, pour la petite histoire, j'ai deux bracelets, en fait, j'ai celui-là que j'ai acheté aux États-Unis, qui est donc le bracelet original, et celui que j'avais acheté, en fait, il n'avait pas les deux extensions sur le côté. Ouais. Les deux extensions sur le côté, c'est clair qu'avec le temps, les petits ressorts, là, les petites poulies sur les côtés, soit se coincent, soit se cassent. Ouais. Et d'après le brocanteur, il avait acheté au petit-fils d'un plongeur qui plongeait dans le lac de Neuchâtel. Et à l'époque, si ces éléments-là étaient cassés, il s'emmerdait pas, il soudait le bracelet directement sur cette partie dont j'oublie toujours le nom, là, le clasp, La boucle? la boucle, voilà. Et effectivement, les deux parties du bracelet étaient soudées sur la boucle, ce qui n'empêchait pas de porter la montre, mais moi, voulant une montre qui soit complètement 100% originale, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller chiner un bracelet original aux États-Unis. Et quand je l'ai reçu, je l'ai fait monter dessus. Donc, avis aux amateurs, si quelqu'un recherche des liens de 300 notés, les handlinks aussi qui vont bien, qui s'emboîtent bien dans la boîte, j'en ai en rab. Voilà, donc si jamais vous avez besoin de pièces pour des bracelets, ainsi que la boucle originale marquée Doxa 300, très important, hein, Ouais. j'en ai en double. Voilà, si jamais. Ah, les amis, on retrouve le Benoît qu'on avait découvert, tout dans la précision, les choses d'origine, la recherche de à quoi cette montre ressemblait-elle lorsqu'elle était neuve. Et c'est ça la passion du vintage, hein, c'est d'essayer de comprendre à quoi ça doit ressembler. Et puis, ça t'a pris combien de temps justement de trouver ces deux petits maillons extensibles qui te manquaient? Tu les as trouvés facilement? Ça t'a galéré? C'est comment ça s'est fait? Alors bon, moi j'ai toujours tous mes contacts justement sur Instagram, quand j'avais dit dans ma précédente vidéo, donc j'ai tout de suite demandé à quelques contacts. J'avoue que j'ai perdu quelques centaines de francs ou d'euros dans l'histoire parce que j'ai acheté d'occasion un bracelet Synchron ou Synchron, je ne sais plus comment on dit, qui était une marque qui fabriquait aussi des bracelets pour Doxa. On en trouve beaucoup sur les Sub 300T d'ailleurs. Et je pensais que je pouvais enlever cette partie-là et la réadapter sur mon bracelet que j'ai acheté, avec laquelle j'ai acheté Il s'avérait que c'était impossible, étant donné que justement le bracelet était soudé à la boucle, on ne pouvait pas dessouder, etc. Donc en gros, j'ai acheté un bracelet Synchron qui ne me sert non plus à rien, qui est dans ma boîte à montres, et j'ai donc dû me résoudre à racheter un bracelet entier d'origine
Ouais, pour simplement l'adapter à la montre. Voilà. ouais, Donc, ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu, quelques mois, le temps de reconnaître mon erreur et puis de chiner la pièce qui va bien, quoi. ouais, ouais. Où est-ce que tu t'es donc dès quand tu l'as acheté, tu t'es documenté pour. Tu savais quand tu l'achetais que t'avais pas cette partie-là, ou c'est en te documentant avant ou après la vente que tu t'es dit tiens, Non, l'écart. je savais en allant voir la montre. Alors, il n'y avait qu'une photo de la montre, hein. Elle était comme ça sur l'annonce. Donc, on voyait qu'il y avait du bracelet qui était le bon. Par contre, on ne voyait pas l'arrière du bracelet. Donc, je ne pouvais pas voir s'il y avait des extensions. Étant donné que j'étais pas très loin, je voulais me rendre sur place directement et voir directement la pièce plutôt que commencer à demander des photos, etc. Ouais, ouais, Donc, quand je me ouais, suis rendu sur place, j'ai bien vu qu'il me manquait ces deux éléments-là parce que pour moi, c'était des choses que je voulais absolument avoir sur cette diver-là, qui est reconnaissable justement sur celle-ci, qui sont ces deux petites extensions. Et j'ai tout de suite contacté des personnes qui ont la même montre que moi en leur demandant où est-ce que je pouvais ouais, me... bien sûr, bien sûr. Tu parlais tout à l'heure, là on la voit, tu nous as envoyé des super photos de la boucle justement déployante qui est embossée Doxa Sub 300. Est-ce que ça veut dire que pour toi les Sub 300T sont embossés Sub 300T et non pas Sub 300 seulement? Alors, il faudrait que je regarde, mais il me semble que oui, c'est sûrement... Alors, avec les années, certains, comme je t'ai dit, on cette marque, là, Synchron, il me semble, où c'est marqué donc Synchron dessus. Et puis, alors oui, soit c'est marqué 300T, alors des fois il y a le logo Doxa, des fois c'est écrit Doxa, donc ça dépend des années. Ouais, Mais effectivement, le, le clasp pour celle-ci doit être marqué Doxa Sub 300, comme ouais, présenté sur les ouais, photos, ouais. effectivement. Alors ce modèle-là, s'appelle Sea Rambler. Oui, Il y en a toute une autre série hein, où Doxa continue à appeler ses montres actuelles, on le verra tout à l'heure dans la deuxième partie de de cette émission. Est-ce qu'il y a eu des Shark Hunter, donc avec le cadran d'une autre couleur, etc., ou à cette époque-là, eh bien, celle-ci, elle existait soit comme ça, ou il n'y en avait pas? alors à la base, si je dis pas de bêtises, il y avait les trois couleurs. En fait, donc le nom c'est la Sub 300. Et ensuite, Sea Rambler, en fait, c'est la couleur du cadran. Ouais, Toutes les Sea Ramblers sont soleillées argentées, comme la mienne. ouais, Toutes les Shark Hunter sont mat noires. ouais, Toutes les professionnelles sont orange, la fameuse couleur d'Oxa dont on aura l'occasion de parler. ouais, Et il y avait les Diving Stars qui étaient jaunes. ouais. Bah, c'est toujours le cas dans leur collection actuelle, hein. C'est toujours le cas dans leur collection actuelle. Je crois qu'ils ont rajouté du bleu qui s'appelle aquamarine. Il doit y avoir un blanc, je ne sais plus comment il s'appelle, etc. Donc ils ont rajouté quelques couleurs. Mais à la base, et c'est pareil sur les 300T, même les 600T, etc., le nom, c'est la couleur. Donc professionnel orange, Shark Hunter noir, Sea Rambler, soleil argenté. Ouais, qu'est-ce qu'elles avaient d'orange? Parce que là, on a vraiment la tribu de la montre de plongée. Je sais pas si la norme ISO, je me souviens plus du code exact, mais peu importe, qui dit globalement qu'il y a besoin d'une aiguille de minute très très proéminente pour pas la confondre avec celle des heures et quand même voir que ça se déplace et puis la faire jouer, on va dire, avec la lunette. Il y a la trotteuse aussi qui est très visible, hein, on le voit bien sur ta montre avec justement cette orange Doxa. Les pros en question, elles avaient quoi? Pardon, Les professionnels au sens orange, qu'est-ce qu'elles avaient de orange? alors les professionnels, le cadran était orange. Ah, d'accord, Tout le ok. cadran était orange, les aiguilles étaient noires. Ouais, Les Shark Hunter, le cadran était mat noir et avec des aiguilles blanches pour le contraste. Et sur les Sea Ramblers, comme la mienne, il y avait cette petite couleur orange de l'aiguille des minutes ouais, et effectivement l'aiguille des secondes également. ok, ok. Donc vraiment, la Doxa professionnelle en 67 est la première montre de plongée à cadran orange jamais produite. Voilà. Ouais, Et la couleur orange vient du fait que Doxa
dans le lac de Neuchâtel d'ailleurs, attesté à une profondeur, si je ne dis pas de bêtises, de moins 30 mètres. Ils ont fait toute la gamme des couleurs pour savoir quelle était la couleur la plus lisible à moins 30 mètres, et le grand gagnant a été la couleur orange. Donc ça, Ah, intéressant. et c'est pour ça que voilà. Euh, Mais c'est une marque de Neuchâtel alors ils sont à Bienne, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, le seul magasin Doxa en Suisse est à Bienne, Ouais. très loin du musée Oméga. D'ailleurs, je voulais faire un coup double et aller faire le musée Oméga et aller visiter la boutique à Bienne. Ouais. Je crois qu'ils sont de Bienne. Ouais. En tout cas, les tests, en tout cas, profondeur moins 30 mètres pour voir quelle couleur était la plus de cadran était la plus contrastée pour pouvoir lire le temps qui passe. C'était sur le lac de Neuchâtel à moins 30 mètres et le grand gagnant était la couleur orange. Ce qui Ouais. fait que on a ouais, ce nom professionnel avec le cadran orange. Ouais. Et, Ouais. Alors, en passant toute la semaine avec toi et d'autres, hein, j'ai compris qu'en Suisse, il fallait pas confondre un Vaudois avec un Valaisan ou avec un Genevois. Mais pour les non-suisses comme moi et bon nombre d'abonnés de la chaîne, Neuchâtel, c'est dans quel canton? bah, c'est dans le canton de Neuchâtel. Comme, Ah, bah d'accord, ok. Ok, celui-là, il est très simple. ok, Et on est voilà, à peu ouais, c'est près simple. Ouais, à je pensais avoir un peu compris, mais en fait, j'en suis loin encore. On est à 35-40 km de Lausanne, donc vers le nord. Donc on a évidemment le lac Léman, qui est le lac proéminent de Suisse, voire d'Europe, on est d'accord. Ouais, Et juste au-dessus, on a quand même ce lac de Neuchâtel qui est quand même pas si petit que ça. Et on a notamment autour de Neuchâtel, au nord, la partie du Locle. On a également le lac de Joux qui n'est pas très loin, où on a le Brassus, le Sentier, et on retrouve toutes ces marques horlogères avec tous ces fameux paysans suisses qui l'hiver s'amusaient à commencer ouais, à trifouiller ouais, les mouvements, etc. Donc tout vient de là, le tissu industriel horloger suisse est toujours présent là-bas. Donc autour du lac surtout de Joux du lac de Joux et autour de Neuchâtel au niveau du Locle, c'est plutôt les grosses manufactures horlogères. d'accord. Cette Doxa, donc monde de plongée, a bien évidemment une lunette unidirectionnelle. Mais l'une des caractéristiques des Doxa, hein, au sens large, on le verra tout à l'heure avec les modèles récents où les amis, vous aurez l'occasion de voter pour votre Doxa récente préférée. Qu'est-ce qu'on a là? Parce qu'en plus d'avoir une échelle interne en minutes, on a une autre échelle, Mhm. 60, 55, 50, 45. Bon, je vois bien à peu près de quoi il s'agit, mais comment ça fonctionne ça, Benoît? Alors ça va de pair, hein. Donc on peut pas tourner dans un sens et tourner l'autre. Il n'y a pas deux lunettes, hein, il n'y en a qu'une. Donc Ouais, ouais. effectivement, bah, comme toujours, on aligne le- on va dire le petit point à 12 heures sur les minutes pour calculer donc le nombre de minutes qu'on passe sous l'eau. Et la deuxième échelle, qui est donc également en orange, en fait, donc il y a deux échelles. Il y a une échelle en mètres et une échelle en feet. Donc tout dépend si on a acheté la montre aux États-Unis ou en Europe. Donc celle-ci est en mètres. D'accord. En fait, ça montre les, le temps, ça montre la Le, le, profondeur. le temps de La plongée en profondeur, fonction de la profondeur. le temps de profondeur est fait pour éviter les paliers de décompression. Oui. Donc, par exemple, j'imagine, tu montres une photo du cadran. Ouais. Si on regarde à 5 minutes, au-dessus du 5 noir, il y a le numéro 60, ce qui veut dire 60 mètres. Ce qui veut dire que on peut passer 5 minutes à 60 mètres de profondeur, pas plus. Et si on passe pas plus que 5 minutes, on peut remonter directement à la surface sans faire de palier de décompression. Si je prends un autre exemple, si je regarde par exemple 50 minutes sur la lunette. Au-dessus de 50 minutes, il y a le numéro 20, ce qui veut dire qu'on pourrait passer 50 minutes à 20 mètres de profondeur et remonter directement à la surface D'accord. sans faire de palier de Ok. décompression. Ok. Donc ça évite d'avoir les espèces de tables de calcul. Tu as sûrement déjà vu, hein, les pionniers à l'époque, sur leurs bras, ils avaient non seulement la montre pour le temps, un thermomètre également pour avoir la température de l'eau, et puis également une boussole peut-être. Et ils avaient également les tables
pour dire, bah voilà, j'ai passé tant de temps à tant de profondeur, tant de temps à tant de profondeur, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse tant de paliers de décompression, etc. Comme tout le monde le sait, si on se plante dans ces calculs-là, c'est critique, Oui, voire ça peut être mortel. oui. Donc, Doxa, l'avantage de créer leur première montre de plongée à la fin des années 60, qui est relativement tard par rapport aux pionniers comme Blancpain, Rolex, Zodiac et consorts, c'est qu'ils ont eu le temps d'intégrer certaines choses qui étaient primordiales pour des plongeurs professionnels. Et notamment, je ne sais plus si c'était vraiment quelque chose que Cousteau avait demandé de développer, mais en tout cas, ça s'était développé. Doxa a développé la Doxa 300 notée en partenariat avec des plongeurs professionnels. Et ça, c'est clairement une des innovations de l'époque, qui était de pouvoir donc lire la profondeur maximale à laquelle on peut rester par rapport au temps de plongée sans devoir se faire des calculs mentaux sous l'eau. Et oui, sachant que la plongée, c'est un exercice physique, le stress des profondeurs, le manque de luminosité, le courant, etc. Et donc tout ce qui peut aider à ne pas avoir besoin d'une énergie mentale folle, mais avec des quick wins comme ça, avec des repères, c'est forcément quelque chose d'intéressant. Bah tu vois, moi je savais pas ça. Moi je pensais que c'était plutôt comment dire quelque chose qui mauvaise manip, attention, voilà, tout va bien. Moi je pensais par exemple que tu vois le 50-20, c'était là pour dire que si c'est la durée probablement maximum, tu vois, avec un avec un bloc d'oxygène, tu fais à 20 mètres, tu fais une plongée de 50 minutes. Tu vois, je voyais plus les choses comme ça, donc merci beaucoup de ces infos. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre, Benoît? Alors, le détail que j'aime beaucoup sur cette montre, qui est en fait un détail que je n'ai plus sur ma montre, et là, je vais pas faire de la pub à mon horloger. Je ne sais pas sur une des photos que je t'ai envoyées, sur au niveau de la date, Ouais, il y a donc il y a un carré qui entoure la date avec un tout petit trait sur le côté. ouais. Et à la jonction du petit trait noir et du carré qui entoure la date, il y a normalement un tout petit point lumineux. Il y a un minuscule point lumineux, Donc luminescent? luminescent, Ouais. effectivement, du tritium, une petite goutte de tritium qui est là. Personne ne sait vraiment pourquoi elle est là, mais elle est là, posée sur le cadran autour de la date. Je l'avais sur ma montre quand je l'ai acheté. Il y était lorsque je l'ai donné à mon horloger pour faire un service complet de la montre. Et malheureusement, j'ai oublié de lui préciser de faire extrêmement attention. Je pense que quand il a enlevé le cadran, les aiguilles, etc., il y a eu une mauvaise manip. Quand j'ai récupéré la montre, au bout de quelques jours, ça m'a sauté aux yeux. J'ai commencé à regarder, prendre une photo, zoomer, et ce petit point de luminescence n'y était plus. Aïe, 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 C'est aïe. pas la fin du monde, mais Ouais. tu commences à me connaître, ça me fait chier. Ça me rappelle le petit fil. Alors, voilà, Ça me rappelle le petit fil sur sur la Airman. exactement. Voilà. Voilà. Mais d'un autre côté, tu prends soin de préciser un sujet, quelque chose, à un horloger ou à un mécanicien ou à quoi que ce soit quand tu demandes une prestation. Tu vois, c'est évidemment, on peut se dire oui, mais ça se voit pas. Oui, mais d'accord, mais comme toi tu voyais et tu t'as demandé à le faire attention, je comprends ta frustration. Bah là, en l'occurrence, je lui ai pas demandé de faire attention. C'est de mon erreur. Je Ah, sais qu'il d'accord. savait. Sur le moment, j'y ai pas pensé. C'est après coup, quand je m'en suis aperçu, je me suis dit, bon, j'ai retrouvé les photos qu'il m'avait envoyées, parce qu'ils prennent toujours des photos en disant, voici la montre que tu m'as amenée, pour être sûr qu'on parle de la même chose. Et il était présent lorsque je lui ai amené, ça c'est une certitude. Ouais, ouais. Alors je ne sais pas si sur les photos que je t'ai envoyées, il y en a une ou deux où tu peux voir ça. Non, bah moi j'ai l'impression que malheureusement, enfin sur tes photos, je vois pas de petits points lumineux. Elles sont magnifiques. Il y a une des photos où il y a une corde grise autour, je ne sais pas si tu l'as sélectionnée, Ouais. euh, où là, si tu zoomes à l'intérieur, tu vois le petit point. Ah oui, là on le voit. Oui, oui, Tu et on vois. voit. Oui, 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 effectivement, on le voit. Il faut Voilà. avoir des yeux d'aigle. Voilà. Pour- Alors, si jamais des gens cherchent justement ce type de monde,
Une des choses à regarder, c'est peut-être de voir si ce petit point luminescent est présent ou pas. Je dois vous avouer que 50% du temps, des gens que je connais qui ont cette montre-là, le point est Ouais, parti. ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Franchement, les amis, c'est le moment de claquer un like sur cette vidéo, soit pour aider la chaîne, mais avant tout pour remercier Benoît de nous avoir présenté cette montre, et c'est grâce à ça qu'il y a toujours plus d'invités qui veulent participer. Benoît, on passe à la deuxième partie. Alors là, je t'ai fait une petite surprise, t'es le premier avec qui, je vous promets les amis, je lui en ai pas parlé la semaine dernière à Genève. Sur du vintage, c'est difficile d'aller chercher des alternatives. Donc ce que j'ai fait plutôt, c'est que j'ai pris la collection Doxa actuelle, et on va remonter de celle qui a la plus petite étanchéité jusqu'à celle qui a la plus grande. Et puis on va échanger un petit peu sur chacun de ces 4 modèles. Et il faudra que tu me dises celle que tu préfères parmi les 4. Et vous les amis, dans l'onglet communauté de la chaîne, vous pourrez voter pour votre Doxa neuve, hein, Doxa catalogue préféré. T'es prêt? Vas-y, envoie. Alors, on Envoie les photos. commence par une Doxa toute bête, 3 aiguilles. C'est la Doxa Sub 200. Et là, j'ai pris la Shark Hunter, donc cadran noir, lunettes noires. On est sur une montre étanche à 200 mètres. Donc là, on est sur de la... on est positionné en termes de montre, 3 aiguilles date étanches à 200 mètres, comme une Tudor Black Bay, et comme bien d'autres modèles, une Omega Aquaterra, enfin, etc., etc. Alors, comment tu la trouves? Alors, je ne veux pas te dire de bêtises, il me semble que les sub 200 avaient à l'époque aussi un diamètre un peu plus réduit, en tout cas pour les vintage, et c'était plutôt des montres femmes. Ouais. J'ai aucune idée du diamètre de celle-ci. Alors, je mets plus le diamètre dans les dual time, parce que sinon, imaginons que c'est trop petit ou trop gros pour toi, ou tu penses que c'est trop petit ou trop gros, tu vas dire que ça te plaît pas. Donc là, on n'est pas sur est-ce que c'est à ton poignet ou pas, c'est voilà, tu as une photo, qu'est-ce que tu en penses? Alors, première chose qui me saute aux yeux, c'est que la forme iconique, un petit peu, comme on dit ça, tonneau, Ouais, hein, typique des années 70, enfin, fin des années 60, début des années 70, comme je peux avoir sur ma Bulova Space View, par exemple. ouais, Euh, je la retrouve pas sur cette Sub 200. On hmm, a des cornes un petit peu type Speedmaster avec un joli chanfrein sur le côté. Donc je dirais que c'est une montre qui est plutôt, pour moi, un peu plus féminine, justement, un peu plus discrète et un peu plus classique, on va dire, dans ses proportions. Donc moi, ce qui m'intéresse dans la Doxa, c'est quand même un petit peu ce côté un petit peu robuste, un petit peu tonneau shape, hmm, comme on dit. Donc je me retrouve un peu moins là-dedans. hmm, Aussi, un truc que j'aime pas forcément, c'est la séparation de la luminescence sur l'aiguille des heures. Il y a deux parties. ouais, J'aime bien quand il y a une espèce de continuité, qu'il n'y a qu'un seul bloc. ouais, Ouais. hmm. Ouais. Bah, elle a quand même pas mal d'attributs qui la trotteuse, le bracelet grainerie qui fait à la fois qui en fait une montre, on va dire citadine par rapport à une plongeuse, mais qui est quand même pas très éloignée du grainerie à 4 grains, je crois, sur ta Doxa. Moi, je trouve ça pas mal, ça coûte pas grand-chose, mais évidemment, ça, c'est pas l'ADN, on va dire, presque de montre de plongée radicale de ta Sub 300, quoi, hein. Bah, en fait, moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs montres et d'avoir une montre habillée, une montre un peu tous les jours, une GMT, une plongeuse. Donc, en fait, je pars vraiment dans des catégories où je pioche pas dans des montres qui peuvent faire un entre-deux. Donc, celle-ci, pour moi, c'est un entre-deux. Comme tu dis, tu as cité, je crois, l'Omega Aquaterra, etc. Moi, c'est moins ma tasse de thé, en fait. Je préfère soit vraiment une montre très habillée ou une montre très radicale sport, plutôt que d'un compromis, en fait. Combien tu lui mets de 1 à 5 étoiles? Je lui mettrais deux et demi. 2,5 pour la Doxa Sub 200 Shark Hunter. Donc, comme nous l'a dit tout à l'heure Benoît, Shark Hunter, c'est toujours en cadran noir. On enchaîne avec eh bien, la réédition de la tienne, la Doxa Sub 300 Sea Rambler. Alors, comment tu la trouves cette réédition?
Alors déjà, la réédition, sauf erreur de ma part, respecte absolument les proportions de l'original. Hmm. Donc, ils ont également, je ne sais pas si tu avais montré une des photos de profil, où Ouais, tu vois qu'il y a quand même un dôme acrylique très bombé, qui est aussi quelque chose qui, moi, m'excite beaucoup, hein. J'avais la même chose sur la Zénith 600, justement, sur la Triton, dans une autre proportion, mais celle-ci, elle a un dôme très, très marqué. Sur la réédition, évidemment, c'est plus en acrylique, c'est en saphir, donc c'est un dôme saphir, mais ils ont gardé cet aspect, cet aspect de dôme avec comment on dit, c'est quoi le mot déjà? Pas la dispersion, enfin ouais, ouais, ok. On voit bien avec le fait qu'on n'a pas un verre plat, mais on a un verre bombé. c'est bombé, donc du coup, ça se Ouais, on le disperse. distingue un petit peu, effectivement, c'est des formations optiques sur les côtés, là. Exactement. Exactement. Donc ça, ils ont gardé la lunette donc avec les deux échelles dont on a parlé. On voit que bah voilà, il y a un Ouais, petit peu ouais, plus de matière luminescente, en tout cas au niveau de l'épaisseur sur les aiguilles que sur la mienne. ouais. Juste un tout petit truc qui moi, me dérange un peu sur la réédition. Il faudrait peut-être revenir sur une photo de la mienne, mais au niveau du bracelet, si tu vois que le maillon qui vient s'emboîter dans la boîte Oui, et le premier maillon, en fait, ressort. Tu vois, oui, il n'y a pas une espèce de continuité dans le bracelet. ouais, ouais, tout à fait, tout à Alors que fait. sur la mienne, en fait, tout Tout est est droit. linéaire. Tout à fait, tout à fait. Il y a ça comme Yes. différence. Il y a aussi la pointe de la trotteuse qui est différente. Toi, tu as un Oui, rectangle orange. orange, Et exact. puis, et Oui. puis, et puis maintenant que tu m'as rongé le cerveau avec ton histoire, mais là, ce qu'on voit très bien, les amis, vous le voyez, c'est qu'il y a le petit point lumineux. Voilà, donc voilà, tu me remets un petit coup derrière la tête. Effectivement, maintenant je ne vois que ça. Le fameux point lumineux, on le voit Ah la très bien sur vache, la photo. purée, quelle horreur! On va Et, dire aux gens de Doxa, filez-nous un point lumineux pour Benoît, c'est pas possible. euh, j'en ai parlé à mon horloger, évidemment, hein. Donc il m'a dit, écoute, je peux faire une petite pâte mélangée, te faire des tests, on peut regarder ça ensemble. Et après quelques semaines de délibération, j'ai préféré ne pas me lancer dans l'aventure de... Ouais, parce que ça, un truc comme ça, les amis, quand vous achetez du vintage avec de la luminescence et que c'est un truc qui vous intéresse, allez-y avec une lampe à UV à 10 euros ou à 15 euros ou à 5 euros sur Amazon. Il n'y a rien de pire que d'avoir une luminescence bricolée, pas forcément pour être caché, mais bon, quand vous n'avez pas les mêmes couleurs, c'est que ça a été refait, c'est moche, enfin bref. Elle est quand même sacrément réussie, cette réédition. On est dans l'exercice de style de, euh, de valoriser le patrimoine historique. Et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, le handling qui est plus étroit que le premier maillon, Mhm. ça perturbe un petit peu les yeux, quoi. Bon. Moi, je suis très attaché à ces petits détails de design. Et voilà, après, c'est une histoire de goût. Moi, je Ouais, préfère la fluidité du bracelet de la mienne à celle-ci. Maintenant, c'est ouais. pas la fin du monde, hein. Mais sinon, ce qui est vraiment bien, donc celle-ci est sortie en 2017 pour les 50 ans. Ouais, c'est ça, 2000, ouais, 67-2017, ouais. Donc, c'était pour les 50 ans, bah, justement, de la sub notée. Ouais, ouais, ouais. Combien tu lui mets de 1 à 5 étoiles? Ah, bah, je vais lui mettre un gros 4, hein, du coup. Un gros 4 pour Ouais, la Sub 300 Sea Rambler, donc voilà. la réédition de la tienne. On continue et on continue notre descente vers les abîmes. Et là, on a un modèle alors là complètement différent, la Doxa Sub 600T Diving Star, cadran jaune. Et les amis, on a la chance d'avoir un avis sur la plateforme de mémoire. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. On a de mémoire, on en a un d'avis. Là, excusez-moi. Voilà, Doxa. Doxa, on n'a que 6 avis clients. Donc si vous avez des Doxa, les amis, il faut quand même vous bouger. Ils en ont que 6. Évidemment, j'espère qu'on retrouvera un avis sur la tienne. Voilà, on a un premier avis sur la Doxa Army, Sub 300. On va y arriver. On a une Shark Hunter en étanche à 200 mètres. Et la voilà, la Sub 600T. Une bien belle photo avec le bracelet
comme vous pouvez voir ici en caoutchouc, en rubber jaune. Une montre quand même sacrément séduisante pour ma part. Mais ce qui compte, c'est de savoir ce que toi tu en penses, parce que c'est très différent de la tienne. Alors, une des grosses différences, ce dont on n'a pas parlé en fait précédemment, c'est qu'en fait, le diamètre de cette montre est 42,5 mm, tout Ouais, comme la réédition d'ailleurs. ouais, Mais il ne faut pas avoir peur des dimensions, parce que moi, avec un poignet relativement contenu, 42,5 mm, 43 mm, je me dis c'est un peu gros. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est le diamètre vraiment de la boîte. Si tu regardes, si tu remets la photo de la réédition, les 42 mm sont à prendre sur la boîte et tu vois qu'en fait, il y a la lunette qui ensuite est plus petite et ensuite le cadran lui-même qui est beaucoup plus petit. Ce ouais, qui fait qu'en fait, on a cette impression un petit peu encore une fois, de couche, d'étage, où en fait, la plus grosse partie des millimètres bien sont sûr, bien sur sûr. la boîte et Ah, la base de la C'est montre. c'est le cadran seul qui fait la taille visuelle de la montre. Visuel, exactement. Donc Ouais. petit cadran, grosse lunette et boîtier qui dépasse sur le côté comme sur ta Sub 300, Ouais. ça en fait une plus petite montre. Et évidemment, là, on est sur un modèle qu'on va qualifier, on n'a pas besoin de le qualifier d'ailleurs, c'est un modèle à bracelet intégré. Ouais. Comment tu la trouves? Alors justement, bah moi, c'est pour ça que je faisais ce petit rapprochement, c'est que là, le cadran, en fait, si tu passes d'une image à l'autre, le cadran de la Doxa jaune, Diving Star, est plus grande que celle de la Sub 300. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup dans le sens où bah, on retrouve alors là, pour le coup, de la luminescence sur les aiguilles, il y en a sur toute la longueur et sur toute la largeur de l'aiguille, hein, tu as Ouais, vu, donc c'est très, très proéminent. J'aime beaucoup, moi, comme sur ma Zenith 600, également la couronne à 4 heures, ouais. décentrée. Donc ça, je trouve ça super sympa. Et honnêtement, ça me fait beaucoup penser à la forme un petit peu de la boîte, un petit peu enfin, de mon ex Zenith 600, Ouais, avec justement cette boîte un petit peu anguleuse comme ça, ouais. où on vient mettre justement cette lunette bien ronde dessus. Donc moi, j'aime beaucoup, je suis assez fan des bracelets intégrés. J'aime bien donc la couronne décentrée. Le fait que le cadran soit assez proéminent par rapport à la taille globale, diamètre de la boîte, enfin de la montre. Et puis oui, ce côté jaune un peu funky comme ça, pour l'été, je pense que c'est quelque chose qui passe super bien. Mm, mm. Pour une petite histoire, si on m'a pas dit de bêtises, étant donné que je suis beaucoup en train de chiner sur des montres qui sont marines nationales. Donc, j'avais parlé de ma Triton. Enfin, Ouais, lors de la première vidéo, j'avais une Triton série 2 qui n'était pas marine nationale. Entre-temps, j'ai réussi à dénicher une série 1 avec la couronne Parmentier marine nationale avec l'extrait du l'extrait officiel finalement des archives de la Marine nationale avec le numéro de ma montre notée et puis sur quel navire elle avait été fantastique. Ouais, ouais, ouais. effectivement. Et pourquoi je te parle de ça, c'est que je suis beaucoup en train de regarder pour essayer d'acquérir une ZRC ayant appartenu et ayant été enrôlée sur la Marine nationale. Et au niveau de la Marine nationale, Doxa apparaît également dans les papiers, dans les Ouais, archives. ouais. Et on m'a dit que seuls les Diving Stars étaient Marine nationale. Donc seuls les montres Doxa cadran jaune ont été Marine nationale. Donc si jamais quelqu'un vous dit qu'une Sea Rambler ou une professionnelle ou une Shark Hunter est estampillée Marine nationale, attention a À priori, vérifier. Ouais, ça ouais, serait pas, ça ouais. serait pas. Je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, de ce qu'on a pu me dire et des gens qui sont bien placés dans le domaine m'ont dit qu'il y avait que des Diving Stars Marine nationale Doxa. Ouais. Alors, je profite de ce que tu viens de dire, pas sur le sujet Marine nationale, mais là, vous voyez qu'on a une Diving Star jaune. Précédemment, on avait une Sea Rambler, on va dire gris soleillé, et avant une Shark Hunter. Chacun des trois modèles que je viens de vous montrer, ils sont celui-ci, par exemple, on a sous les yeux, donc cette Sub 600 Diving Star, elle existe en Shark Hunter et de fait, elle a le cadran noir. Elle existe en Sea Rambler et de fait, elle a le cadran soleillé. Et ça, c'est intéressant. Il y a d'autres couleurs. On les verra pas toutes parce que là, je n'en ai que 4. Je voulais juste revenir sur quelque chose dont on a parlé tout à l'heure que tu as mentionné. Là, on le voit bien sur celle-ci. Enfin, on le voit bien. On le voit pas beaucoup, mais là, on a une lunette en pied. Vous voyez que en face du 50, il n'y a pas 20, il y a 70.
Et là, c'est toute la différence entre un modèle fabriqué pour l'Europe, ou en tout cas c'est un modèle et il est vendu dans le monde entier comme ça, ou alors c'est un modèle qui est vendu pour des pays qui utilisent le pied comme, et non pas l'indice métrique. Voilà, Rolex avait géré ça avec les fameux meter first ou feet first sur les submariners, entre guillemets. Hein. Combien tu lui mets de 1 à 5 à celle-ci, Benoît? Ah bah, je vais lui mettre un 4,5, hein. Tu vas lui mettre un 4,5. Hein. Ouais, Donc ouais. là, je reviens pas sur les notes qu'il a données avant, mais tu montes en puissance. Je ne sais pas où on va arriver, mon cher Benoît, sur la 5e. Alors là, on va arriver à la plus radicale en termes d'étanchéité chez Doxa. On est sur la Sub 1500T Caribbean, toujours en acier. Et évidemment, Caribbean, c'est ce bleu, on va dire bleu pétrole, bleu sombre. On a toute l'ADN de Doxa, avec des index encore plus proéminents. Cette fois-ci, je l'ai choisi sur bracelet Roper, mais vous pouvez la voir sur le bracelet acier et grainerie. Comment tu la trouves, celle-là? Alors, je suis pas le plus gros fan des bracelets rubber, enfin, ou caoutchouc. Encore une fois, dans ma quête de montres tout originales avec les bracelets d'origine, etc., souvent à l'époque, c'était des bracelets, même si pour la Triton, c'était un perlon, mais sur les autres, que ce soit ma Zénith ou celle-ci, c'était des bracelets acier. Donc, je suis un petit peu moins fan. Oui. Euh, et encore une fois, si je dois juste regarder le design et non pas ce qu'elle donnerait à mon poignet, parce que je pense que là, elle serait beaucoup, beaucoup trop mastoc pour mon poignet, euh, je, je trouve la Diving Star un petit peu plus funky comme ça. Je trouve que le côté jaune comme ça, c'est quelque chose qu'on a moins sur des divers. Je trouve que c'est un côté un peu plus fun. Celle-ci, je la trouve un petit peu trop sommaire, je dirais. Enfin, pas sommaire, mais un peu. Hmm. Bah, si je me trompe pas, elle existe en Diving Star en jaune. Hein. Ce Oui, qui est peut-être. intéressant quand on regarde là, et je vous fais défiler la Sub 300 Sea Rambler et la Sub 1500, 1500T, en fait, il y a très très peu de différences. Il y a des différences sur les index, mais en fait, réellement, ça joue sur la taille de la montre. C'est pour ça que je mets pas les diamètres, parce que sinon, toi, si tu avais vu écrit 44 ou 45, peut-être Hmm. que je me trompe parce que j'ai pas spécialement regardé, mais forcément, l'épaisseur va pas être la même, puisque l'étanchéité, à un moment ou un autre, c'est une question d'épaisseur du verre et d'épaisseur du fond de boîte, donc c'est inéluctable. Si on fait le parallèle avec Rolex, une Deep Sea, c'est plus épais qu'une Sea Dweller, qui est plus épais qu'une Submariner, qui est plus épais qu'une Datejust. Voilà, Une chose qui me dérange un tout petit peu sur cette montre-là, c'est si tu regardes sur la réédition de la Sub 300, Ouais, ils ont fait de la fausse patine, on va dire, sur le tritium, en fait, qui est maintenant de la Super Luminova, j'imagine. Mais tu vois ils ont fait de la fausse. Il y a un contraste entre les deux bâtonnets, les deux rectangles noirs et l'intérieur qui est un peu plus jaune. ouais. Alors que sur la 1500T, euh, tous les index autour sont blancs. Bah, c'est mieux alors. Alors c'est mieux ou moins bien. Moi, en tout cas, j'aime bien quand il y a un petit peu de contraste et un petit peu de Ah, ok, non, ça. mais je pensais que tu, je Ouais. pensais que tu n'aimais pas la patine bidon, entre guillemets. Oui, alors je suis évidemment, étant un fan de vintage, je suis horrifié par le faux patine, la fausse patine qu'on retrouve sur, j'en sais rien, la Seamaster James Bond, là, par exemple, avec le bracelet mèche, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais cette fausse patine, moi, m'horripile. Mais voilà, après, ça donne un charme. On a tout le côté, on a tous les avantages du côté moderne, avec un mouvement qui tient la route, avec des matériaux beaucoup plus robustes, avec un saphir inrayable, etc. Et on a cette fausse patine qui rappelle les vintage. Bah voilà, après, c'est une histoire de goût. En tout cas, sur celle-ci, la dernière, je trouve que ça manque un petit peu de contraste par rapport aux index, par rapport à la réédition, par Ouais, exemple, ok. ou par rapport à la Diving Star, dont les index sont un petit peu d'une Ouais, forme complètement différente de Doxa. Je trouve beaucoup plus fun, en fait. Donc, ouais. Alors, combien tu lui mets à celle-là? De 1 à 5?
Bah, celle-là, je lui mettrais un 3 quand même, un peu au-dessus de la première, parce qu'elle a quand même l'ADN et la forme de la doxa classique. Mais en tout cas, des 4 que tu m'as Ouais. présentés, Tu lui mets un 3. pour cet été, je me verrais bien avec la Diving Star, la jaune. Ouais. Donc si on résume, on a la plongeuse civilisée, entre guillemets, étanche à 200 mètres, sub 200 Shark Hunter, mais qui existe avec tous les autres coloris de chez Doxa. Tu Mhm. lui as mis un 2,5/5. Après, on est venu sur la réédition de la tienne avec un 4/5. Après, on est venu sur quelque chose de complètement différent. Personnellement, que j'aime beaucoup, mais je crois que j'ai fait une vidéo de 5 Hz dessus. On n'a Je pas crois. parlé des index à 12, 6 et 9 heures, qui sont très originaux, je trouve, qui se marient parfaitement avec la boîte. Tu as mis un 4,5. Et enfin, on est arrivé sur la 1500T, a récolté un 3 sur 5 de ton côté. Et ben, si on résume, voilà, la montre de l'été peut-être, et elle existe en rubber, vous l'avez vu sur la plateforme d'Alichus. Elle existe dans d'autres couleurs. On l'a même vu avec l'exemple que j'ai pris avec une lunette noire. En fait, c'est assez diversifié, c'est coloré, c'est funky. Elle donne la joie de vivre, hein, c'est Doxa. Ouais, et bon, alors je me renseigne un peu sur les. C'est pour ça que je voulais aller à la boutique à Bienne pour voir un petit peu les différents matériaux. Je crois qu'ils utilisent aussi du carbone. Il y a Ouais, des éditions limitées tout à carbone fait, tout à fait. ou en PDC ou PVC, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, type carbone, je crois que PVD, P- PVD. PVD, voilà. Je crois que la Army aussi, parce que donc ces montres-là ont aussi servi dans l'armée suisse. Et il y a justement une Doxa Army, qu'a priori une personne a mis un post sur The Alicious, Ouais, sur le site. Euh, donc la réédition, moi je la trouve jolie, un peu camouflage comme ça, on est vraiment dans les montres un peu typées ouais, militaires. Par contre, là, pour choper une vintage comme ça, c'est quasiment mission impossible, hein. D'après la littérature, cette montre-là, il en resterait entre 100 et 200 sur le marché dans des conditions correctes. Autant une Doxa Army d'époque avec tout qui va bien. Moi, perso, je n'ai même pas réussi à traquer quelqu'un qui en aurait une, hein. Donc, je pense que si on va un petit peu dans les côtés niche de Doxa, il y a ça, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les Tigraphes, qui sont les versions chrono de ces montres-là, donc les mêmes montres comme ça, mais en chronographe, qui sont très très rares et qui montent très vite en prix si jamais on veut trouver un exemplaire c'est clair, c'est sain clair. et d'origine. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, c'est compliqué. Elles sont rééditées, ces chronos, ils sont réédités Oui, tout à fait. également. Mhm. Ils font un bon boulot, Doxa, hein. La question pour moi va être de savoir comment vont-ils surfer sur la sub 600T et venir avec quelque chose de nouveau, parce que faire renaître une marque en valorisant son ADN, c'est quelque chose de difficile, c'est coûteux. Et puis bah, après, l'enjeu, c'est de continuer à proposer des choses nouvelles. On verra comment ils s'en sortent. Benoît, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier, pour ce moment d'échange et en espérant. Eh oui, eh oui, eh oui, mais ça va continuer, on va se retrouver, les amis, notez-le, hein. Il est fort probable, mais j'en parlerai, que je revienne à Genève pour la Geneva Watch Week ou les Geneva Watch Days fin août, début septembre. Et sinon, ce sera pour la semaine horlogère Watches and Wonders, Time to Watches, etc. L'année prochaine. Si vous voulez participer, les amis, c'est très simple, www.dalichous.fr, vous remplissez un formulaire. Pour aider la chaîne, n'hésitez pas à liker ou vous abonner, ne serait-ce que pour remercier Benoît d'avoir pris près d'1 heure de son temps pour nous parler de sa belle montre. Je vous embrasse, à ciao ciao.